crois qu'on est live. Dites-nous Oui, ça va bien. Hello Brian. Ça va Chloé? Ça va bien et toi? Ouais. On est ensemble pendant quoi? 40 minutes à peu près? 45 minutes? Ouais, c'est ça. Ok, plus questions-réponses si besoin. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu Chloé pour toutes les personnes qui nous rejoignent? Bah oui. Hello tout le monde, moi c'est Chloé, je suis chef de projet et traffic manager chez Majordome Digital et je m'occupe d'accompagner les clients dans leur stratégie digitale et notamment dans la mise en place de stratégies publicitaires. Très cool. On aime bien ça, hein, quand même. On peut parler de pub et c'est la dernière fois on avait fait un truc un peu global avec Pierre et là aujourd'hui on va centraliser un peu plus sur la publicité. Donc moi je m'appelle Victor et je suis un des deux cofondateurs de Majordome Digital avec Pierre et avec toute l'équipe. On s'est dit que ce serait pas mal de partager un petit retour d'expérience un peu condensé. On va essayer de faire rapide. Si vous avez des questions, notez-les, posez-les nous dans le chat. Au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne et on forme des entrepreneurs, des TPE, des PME, des incubateurs, des entreprises à améliorer leur performance sur les divers canaux qu'il y a en digital. Donc si c'est du référencement naturel, ce sera du référencement naturel. Si c'est de la pub, c'est de la pub. On fait pas mal de newsletters, d'analyse de données, de conseils en business en tout genre, notamment sur le digital. Et écoutez, si ça vous va, on peut y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Petit sommaire rapidement. Voilà en gros les quelques thèmes qu'on a choisi de couvrir, notamment sur la pub aujourd'hui. Il y a quand même 2-3 choses qu'il faut aller regarder en préambule. Différents types de publicité, les audiences, qu'est-ce que le stop scroll, quelle stratégie de ciblage, à qui on s'adresse, quelles sont les plateformes les plus plébiscitées, et puis évidemment comment avec les KPI on s'assure que les actions qu'on a mises en place sont bien performantes. Donc du coup, là, ce qu'on va voir, c'est vraiment les points clés, les éléments clés pour pouvoir commencer la publicité. Donc comme on a mis le produit, c'est super important. Faire de la pub, il faut avoir le produit qui correspond, mais qui correspond aussi à votre cible. Est-ce que vous avez un volume de vente? Est-ce que le prix correspond aussi au prix du marché? Est-ce que vous n'êtes pas trop au-dessus? Le site web, qui est très important pour faire de la vente, parce que si vous faites de la publicité, mais que le site web n'est pas à la hauteur de vos publicités, et qu'il n'est pas optimisé, ce serait un peu dépenser de l'argent dans le vent. Donc, il faut vraiment veiller à l'optimiser. Votre présence organique, donc votre Google My Business qui maintenant s'appelle le Google Business Profile depuis peu, vos réseaux sociaux, votre emailing, votre référencement naturel, votre brand, en fait, votre storytelling, votre présence, quoi. Et aussi le tracking qui est super important pour pouvoir faire de la publicité et analyser vos données. Pourquoi on a choisi de mettre ça en préambule? C'est avant tout parce que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils viennent nous parler, se disent tiens, je vais encore tout à l'heure, on a eu un rendez-vous avec une cliente qui se disait tiens, j'ai choisi de booster mes posts mais ça me rapporte rien. Et on a l'impression à chaque fois que c'est un petit peu un bouton d'accélérateur, un champignon un peu magique, et on appuie dessus et paf, il y a des ventes. Et or on s'est rendu compte, et on va le dérouler un petit peu au fur et à mesure de ces 30 minutes ensemble, qu'il n'y a pas que justement le fait de faire un bon ciblage, de s'adresser à la bonne audience, d'avoir de belles créas qui font que on va pouvoir vendre plus, hein, et on n'est même pas obligé de parler que de vente. Ça peut être aussi des demandes de devis, ça peut être une conversion en fait, ce qu'on va considérer comme une conversion. Ça dépend pas mal de toute cette présence qui gravite autour de notre site internet, les réseaux sociaux. On va appeler ça de la preuve sociale. Est-ce que la marque elle a une belle résonance? Est-ce qu'elle a un déficit de notoriété? Peut-être qu'il faudrait un petit peu aller combler. Quand je tape le nom de marque, notamment sur Google, est-ce que le Google Business Profile, donc est-ce que ça, il y a des photos, il y a des avis positifs dessus, est-ce que les gens répondent? Ça c'est vraiment important à mettre en place. Et puis également en dernier lieu, le tracking analyse, tu le disais Chloé, ultra important. Pareil, trop de personnes font de la publicité, notamment sur Facebook, sur Google, sans mettre en place un tracking. Et ça c'est un petit peu compliqué parce que ça reviendrait à mettre un coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire qu'on paye un algorithme, mais on sait pas qui est vraiment venu sur notre site internet. On sait pas trop les données qui ont été récoltées, on sait pas trop si notre produit a plu ou non, donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc du coup au niveau du site web, on a mis un exemple qui est Alan, c'est une mutuelle entreprise. Bon déjà l'importance dans un site web, ça va être son optimisation. Donc est-ce que c'est quelque chose, est-ce que le site web est assez rapide, est-ce qu'il est bien optimisé pour l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'il est assez lisible, qui facilite la lecture, la compréhension du site et la navigation. Je sais pas, il veut acheter un pantalon, faut pas qu'il a cliqué sur cinq boutons avant d'arriver à ce pantalon. Faut qu'il puisse arriver assez rapidement.
Et surtout, comment on fait un bon site web qui a pour but la conversion? Ça va être de mettre en avant des CTA, donc des call to action, comme on peut voir découvrir les offres par exemple. Voilà, des call to action. On guide l'œil de l'utilisateur, donc on garde bien le bon sens de lecture et quelque chose aussi qui soit assez lisible sur mobile, parce qu'il faut aussi que ce soit adapté sur mobile, étant donné que maintenant la navigation et beaucoup d'achats se font sur mobile. Et des éléments de réassurance, comme là on peut voir par exemple Alan, on voit Just Eat, on voit Intermarché, donc on va avoir d'autres noms de marques qui prouvent que qui sont bons et qui travaillent avec des gros dans le milieu, des grandes entreprises. Et des avis et témoignages clients, là on n'en a pas forcément, mais pour des produits c'est essentiel. On a les petites étoiles sur site avec des petites notes. Avoir des avis clients comme cela, c'est ultra important pour la preuve sociale pour vous, quoi. Et des témoignages écrits, témoignages vidéo si vous vendez un service, c'est génial. Notamment nous on voit pas mal de e-commerçants qui galèrent un petit peu à récolter des témoignages. On n'est pas obligé d'installer obligatoirement un module sur son site internet, c'est toujours plus sympa quand on a c'est Trusted Verifier ou Trusted Shop. Ouais. Je crois qu'il y a pas mal de modules qui permettent de prendre des avis post-achat. On peut également, nous, juste en mettre. Au début, on comprend quand on est en lancement. C'est important, en tout cas, de pas faire en sorte d'avoir un site qui émet un doute dans la tête du consommateur, parce que les gens ont tellement l'habitude de voir cette structure de navigation sur mobile ou sur ordinateur avec un petit peu une belle landing page, un slider, des appels à l'action, des éléments de rassurance. Si ils ne sont pas présents sur votre site, c'est là que vous allez peut-être perdre un petit peu les utilisateurs. Allez, on continue avec les types de publicité. Donc push and pull. On a choisi évidemment, on peut pas parler de tous les types de pubs aujourd'hui, mais on a choisi en tout cas d'en parler de deux grands principes. La publicité en push, c'est tout ce qu'on va pousser devant l'utilisateur. C'est par exemple de la publicité notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, etc., YouTube, devant une vidéo. C'est de la publicité que l'utilisateur n'a pas forcément choisi ou du contenu que l'utilisateur n'a pas forcément choisi de regarder, de consommer. A contrario, les publicités, ce qu'on va qualifier de pull, donc de tirer, c'est des gens qui cherchent, qui ont une intention de ciblage, de recherche, d'achat ou de questionnement. Et en fait, ces personnes-là, on va les cibler en se mettant en travers de leur chemin, en disant tiens, tu cherchais quelque chose, une requête, un mot-clé, des baskets, des shoes ou je sais pas, un promoteur immobilier. Et voici, je t'en présente quelques-uns pour répondre au mieux à ta recherche. Et on vous a mis quelques plateformes qui sont présentes. Le grand principe de base quand on se lance, soit ce qui est, on va dire, un peu plus accessible, c'est le pull, forcément parce que les gens cherchent déjà des produits comme les vôtres, et donc du coup être présent par exemple sur Google Ads au niveau de la requête de l'utilisateur, c'est intéressant. Maintenant, en termes de stratégie, de budget, de temps passé, c'est un petit peu parfois il peut y avoir beaucoup de compétition, parfois il faut choisir le bon ciblage, la bonne enchère, donc ça c'est un petit peu compliqué. L'autre grand principe qu'on voit, sinon, notamment quand on est en e-commerce et qu'on a pas mal de présence sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de gens qui font d'abord du push, notamment sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, etc. Et pour faire grandir leur notoriété de marque. Et après ça, on va justement faire résonner la marque en se positionnant sur des publicités pull avec Google Ads sur le nom, une fois que les gens auront été exposés au moins 1 à 2 fois sur ce nom de marque. Et donc du coup, ils peuvent taper dans Google le nom de marque du compte avec lequel ils ont été ciblés, et ensuite Google Ads avec une publicité bien pertinente qui donne envie de cliquer, d'aller sur le site, faire entre guillemets une transformation, et on fait en sorte que ces utilisateurs qu'on a ciblés dans un premier lieu avec du push se retrouvent sur notre site in fine. Petite parenthèse, on a mis YouTube en push et YouTube en pull parce que YouTube également, et il faut savoir que c'est le premier moteur de recherche en France après Google. Et donc les gens vont beaucoup dessus pour aller s'informer. Et justement, les gens, quand ils vont aller regarder des produits, voir les détails, des tutos, on peut apparaître notamment sur ces requêtes-là, comme si on était en search, donc sur Google, donc avec des requêtes textuelles. Et donc bon à savoir que YouTube n'est pas forcément que une plateforme sur laquelle on diffuse exclusivement de la vidéo avant de passer ces vidéos qu'on a choisies. Allez, l'entonnoir de conversion, ceux qui font un petit peu de pub et de e-commerce connaissent un petit peu le principe AIDA, donc Awareness, Interest, Desire, Action. L'objectif, il est simple, c'est en gros faire en sorte que les gens, lorsqu'ils nous connaissent pas, commencent à entendre un petit peu parler de nous, qu'on les sensibilise un petit peu à ce qu'on fait,
comment on le fait, en quoi est-ce qu'on est différent, on les attire petit à petit vers de l'intérêt, on suscite un petit peu de la considération, du désir, et ensuite seulement on va balancer des offres, on va leur parler, on va s'adresser à eux directement de manière à ce qu'ils convertissent. Donc encore une fois, c'est pas forcément qu'un achat, ça peut être une demande de devis, ça peut être une demande de contact, une réservation, etc. évidemment. Et dans cet entonnoir de conversion, il y a 3 peut-être choses auxquelles il faut faire attention, notamment quand on fait un petit peu de publicité, c'est quel est l'objectif de votre publicité, ensuite à qui on s'adresse, parce qu'on va pas s'adresser de la même manière à quelqu'un qui est, on va dire, en bas du funnel de conversion, on appelle ça le tunnel ou le funnel de conversion, ou l'entonnoir, de la même manière à quelqu'un qui ne nous connaît pas ou qui vient de nous découvrir, évidemment. Et de même, les créatifs, donc l'aspect visuel des publicités doivent être adaptés afin que quelqu'un qui a un tout petit peu d'intérêt chez nous, il ne soit pas exposé au même type de visuel que quelqu'un qui a déjà ajouté quelque chose au panier et qu'on va absolument convertir, auquel cas, là, on mettrait des créas un peu plus agressives, entre guillemets, pour déclencher un sentiment d'urgence et faire effectuer une action. Donc du coup, nous, on a choisi Typologie, qui est une marque qui, niveau marketing, ils sont vraiment super forts. Ils sont toujours là où on les attend d'ailleurs pas forcément, et ils savent... Ils sont très très forts. On a une collègue justement qui consomme Typologie, qui a reçu un mail hier où il lui disait Mathilde, tes flacons sont presque vides. Et ils ont fait ça par rapport au moment où justement l'a commandé, et son flacon est effectivement presque vide. Donc en plus avec le produit qu'elle a commandé. Et justement là, on a commencé par la notoriété. On peut voir qu'au niveau de la créative, c'est très sobre. On voit vraiment les produits. En plus, il y a un principe de transparence qui montre un peu la transparence de la marque et le côté très naturel, parce que c'est une marque où il y a très peu de produits chimiques. Et avec un message qui est très sobre, chez Typologie, nous choisissons nos actifs avec soin, où c'est vraiment la valeur de l'entreprise. C'est une phrase, c'est leur positionnement de marque, et c'est voilà ce que vous retrouverez chez nous, dans le sens où on fait attention à nos produits. Et c'est leur positionnement de marque. Et ce qui est cool aussi, je trouve, c'est que tu t'adresses à ce qu'on va appeler le haut de l'entonnoir de conversion, donc des gens qui peut-être n'ont jamais entendu parler de cette marque. Et je trouve que c'est assez simple, c'est sobre. On voit clairement que il y a des produits différents, il y en a plusieurs, soins de la peau, visage et corps, point, en savoir plus. Il y a aucun appel à l'action, on va dire agressif, commercial. Si on arrive à faire ce genre de créa au début, avec pour objectif de montrer plusieurs on va dire lignes de produits ou services qu'on fait, ça c'est très bien. En tout cas pour de la notoriété, il faut pas aller chercher plus loin. Évidemment, ce qu'on va vous montrer ici requiert de la ressource, que ce soit temporelle, financière, humaine, etc. en créa. Vraiment montrer qui vous êtes et ce que propose la marque. Et une fois qu'on a été dans le haut, qu'on a été ciblé dans le haut de l'entonnoir de conversion, on va tomber un petit peu dans la considération. Donc après la notoriété, là, il y a la considération. Ils vont envoyer plusieurs types de pubs et un contenu vraiment adapté à, on va dire, des gens qui ont déjà entendu parler de nous. Et ils vont parler un peu de livraison, ils vont parler un petit peu d'avis clients. Et c'est ultra intéressant parce que au milieu, vous voyez une publicité qui tournait et c'était en gros, on va vous aider. Donc c'est à vocation éducative, on va vous aider à découvrir votre typologie de peau. Parce que avant de choisir un actif, avant de choisir le type de crème, d'huile ou etc. de produits que vous allez mettre sur votre peau, il faut déjà savoir comment réagit votre peau et au moins avoir un petit conseil. C'est un biais cognitif qui fait que si cette personne m'a appris quelque chose qui est bien, donc forcément la marque doit être bien. Idem ici, des colis livrés chez vous mais sans contact. En vrai, tout le monde fait ça aujourd'hui. Mais le fait de le remettre, c'est un argument, c'est un angle qui est intéressant parce que on se dit ah oui c'est vrai, il y a la livraison sans contact dans une pandémie mondiale, ça peut être pas mal. Et or ça n'a rien de révolutionnaire. Avec l'avis, ce qui est cool, c'est qu'on n'est même pas obligé de savoir si l'avis est réel ou non. Parce que en tout cas nous, notre vision, en tout cas ma vision, je sais pas ce que t'en penses Chloé, mais l'humain étant un animal social, on a beaucoup plus tendance à se souvenir d'éléments dont on a vu pour la dernière fois. Par exemple, quelqu'un qui a été exposé à ce type de commentaires, j'ai essayé des dizaines de produits, mais celui-là est vraiment miraculeux, etc. J'ai plus de boutons, etc. Peut-être dans le cadre d'une soirée ou d'un groupe de potes, tu peux te dire ah ouais, j'ai déjà entendu parler de typologie, a priori ça a l'air pas mal, etc. Donc ça peut aussi aider, on va dire, à posteriori à convaincre une audience. Oui, tout à fait. Et si je peux rajouter au niveau, là, tu disais apprendre, découvrir votre type de peau.
Donc c'est parce qu'ils font un diagnostic de peau directement sur le site et en fait ils répondent à un besoin client qui est super important. En soi, les produits skincare ou tout ce qui va être make-up, cosmétique, on sait jamais vraiment si ça correspond à notre peau. On a toujours peur des réactions et effectivement là ils répondent à un besoin clé d'un consommateur ou d'une consommatrice qui est je ne sais pas si ce produit m'a allé, j'ai peur que de faire une mauvaise réaction. Ils passent à travers ce souci et ce frein client qu'ils peuvent avoir dans leur persona qu'ils ont détecté et en leur donnant une solution. Donc, ce qui montre aussi qu'ils ont fait un travail sur leur cible et sur leur persona. Carrément. C'est super intelligent. Tu veux parler un petit peu de l'achat? Alors, au niveau de l'achat, effectivement, donc là, on voit il y a encore des pubs encore différentes. Là, c'est directement ils exposent les produits. Ils savent que on a déjà été exposé plusieurs fois à leur pub, qu'on a sûrement déjà visité leur site. C'est des acheteurs, on propose ça à des acheteurs, une audience chaude, tiède, qui a déjà visité, interagi avec la marque. Donc là, on met directement le prix de produit. Ils ont pas peur de le faire parce qu'ils savent que vous connaissez déjà l'entreprise, la marque. On rajoute encore les notes clients par 5 clients, par 8 clients. Donc encore, on remet de la preuve sociale encore énormément. Ils mettent le score Yuka, qui Yuka maintenant est ultra utilisé pour vérifier. Ça rassure, je trouve. C'est rassurant. C'est que de la preuve sociale et de la réassurance client. Ouais. Et là, c'est là où justement ils suivent bien le funnel, ils savent où se placer. Et là où c'est fort, je trouve, c'est que tu sais, tu pouvais avoir un dernier petit doute. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment ce truc en fait, même sur Yuka, on est noté 100 sur 100, quoi. C'est excellent. Ouais. Alors, on peut challenger un Yuka, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais en tout cas, en termes de marketing et de visuellement parlant, cette pub, elle est vraiment orientée sur l'achat. Là, on peut pas se tromper. Il y a plus de chichi, quoi. Donc, c'est les produits, les notes, achetez maintenant et voilà. Et des trucs, du coup, à ce niveau-là qui peuvent être faits, c'est si vous avez eu des retours presse, pourquoi pas mettre des phrases qui ont été écrites dans les articles et du coup qui mettent en valeur votre établissement. Je dis ça, vous êtes un restaurant, par exemple, vous êtes un hôtel. Comme ça met encore plus. Là, c'est la presse qui le dit, une presse spécialisée. Donc ça peut être super intéressant de mettre ça en avant. Et là où c'est fort, c'est que ça s'arrête pas là, l'entonnoir de conversion. C'est qu'une fois on est passé par les étapes notoriété, considération, achat, et ben il y a encore il y a du réachat finalement. Il y a du réachat. On a hydraté notre peau. Peut-être maintenant, il faut unifier votre teint. Ça c'est fort. Derrière, ce qu'ils refont en réachat également, c'est nouveau 5 coffrets à offrir ou s'offrir. Ça c'est fort aussi pour Noël parce que encore une fois, tu as été exposé à la pub, tu vois qu'on fait que du bon entre guillemets, donc aucune raison de ne pas y aller, quoi. Un autre exemple de pub dont on voulait vous parler, c'était Air Up, qui est pas mal aussi. Ils ont fait des grosses actions de com sur les derniers temps et sans trop s'attarder dessus, on aimait bien parce que chaque créa, encore une fois, est adapté et a un objectif particulier. Donc là déjà preuve sociale, rejoindre un groupe, 1 million rejoint la révolution. Donc il y a vraiment ce sentiment d'appartenance à un club, à un mouvement. Surtout là aujourd'hui, c'est vraiment leur motto, c'est boire plus d'eau et sans se rendre compte qu'en fait c'est de l'eau finalement. Celle-ci j'aime bien aussi parce que on voit que c'est simple. L'eau a désormais du goût, donc on va challenger un peu ce que moi j'appellerais des croyances limitantes. C'est waouh, c'est un peu l'effet waouh. Alors qu'en soi c'est pas incroyable non plus. Hein. C'est lorsqu'on boit, ça nous envoie des petites saveurs dans le nez et on a l'impression qu'on va boire un jus d'orange ou un jus de pamplemousse, je sais pas quoi. Mais du coup, ça fonctionne bien. Surtout le petit macaron, finalisez votre achat. Ça, c'est fort aussi, je trouve. Ça s'adresse vraiment à une audience spécifique. Qui a abandonné son panier, notamment, ou qui a initié le paiement, mais qui a pas fini, quoi. Ou qui a juste ajouté au panier. Ouais. Et aussi, le fait de, par exemple, de dire une semaine de saveur au prix d'un Uber, parce que, ça s'adresse peut-être à des personnes qui se lancent pas et justement, qui ont initié le paiement ou qui ont ajouté au panier, mais qui sont partis. Parce qu'ils se sont dit, bon, c'est un certain prix, alors qu'on leur dit, en fait, si tu manges pas de Uber Eats, cette semaine, tu boiras de l'eau avec du goût, quoi. Allez, on enchaîne sur le 4e point dont on voulait parler. Donc là, on va parler plus particulièrement de la publicité push. Donc c'est vraiment, on veut se montrer là où de base il y a pas d'intention de recherche comme on disait tout à l'heure de la part du prospect potentiel et du coup du principe du stop scroll. Donc c'est comment faire pour que la personne qui est en train de scroller, et on sait tous que sur les réseaux sociaux ça va très vite, donc comment lui faire se stopper sur notre publicité, l'intriguer, l'attirer comme on a pu mettre, et du coup ça passe notamment par les créatives et les messages. C'est comment vraiment lui faire se stopper. On sait que ça va vite, dès qu'on voit que c'est une pub on a vite envie de partir,
parce qu'on est inondé de publicité. Et donc du coup, c'est comment agir grâce à des créatives et aux messages. Donc là, on vous a mis des exemples de messages différents, à vraiment un côté beaucoup plus organique à droite où on montre le produit vraiment dans un environnement, dans un contexte qui permet à la personne un peu de se projeter. Tout en étant un peu caché, ce qui donne peut-être envie aussi d'en savoir plus sur le produit, et une mise en valeur des marques, de la valeur de la marque, et des bénéfices pour le prospect potentiel. Et à gauche, on a quelque chose d'un peu plus, pas sharky, mais qui fait moins quelque chose d'organique, parce qu'on a déjà le logo de la marque, donc c'est direct pour être identifié directement. Là, c'est intéressant si quelqu'un nous a déjà vu une fois et qu'on lui remonte que c'est nous. Et aussi déstockage jusqu'à moins 70%. Donc là, on sait que c'est une publicité, mais là, on montre qu'il y a du déstockage. En plus, on met du moins 70, très attirant. On a envie d'y aller directement. Déstockage avant l'été, on parle de maillot de bain. Là, c'est pile le moment aussi. Donc c'est très agressif aussi, je trouve, hein. Vraiment. Oui. Ça s'adresse vraiment sur des opérations coup de poing, mais oui. On va en parler juste après, mais j'ouvre une parenthèse ici, ça se prépare ce type d'action. Clairement, quand vous avez on va dire un produit qui est un peu saisonnier, comme les maillots de bain, les shorts, les t-shirts, etc., ce que nous on conseille de faire sur une période un peu flottante, on va dire peut-être entre mars et mai potentiellement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller récolter un maximum de données. Et on va faire beaucoup de publicité, justement, de notoriété et de considération, beaucoup plus de notoriété finalement, pour que quand vient la période, on va dire, de rush, la période commerciale ultra importante pour vous, vous ayez déjà accumulé une énorme base de données en termes de soit de gens qui sont venus sur votre site internet, soit des gens qui ont laissé leur email, leur numéro de téléphone, etc., pour que vous n'ayez plus qu'à pousser des actions, on va dire, à vocation de conversion. Entretenir un petit peu l'œil utilisateur en disant ah oui, c'est vrai, j'avais vu cette marque, ok, pourquoi pas, je suis pas encore prêt à acheter un maillot de bain tout de suite, mais quand l'été viendra, quand je vais programmer mes vacances, là oui. Et c'est à ce moment-là, du coup, en ce moment même, aujourd'hui on est en mai, juin, qu'on arrive maintenant avec une publicité à objectif de conversion. Donc comme celle-ci, avec une grosse opération de déstockage, et là en général ça cartonne bien. Ouais, parce qu'il faut bien rappeler que Facebook, les pubs, c'est pas magique, que si on n'entretient pas la flamme, comme disait Victor avant, c'est comme dans une relation amoureuse, une relation d'amitié, si on n'entretient pas la flamme, forcément que ça va pas durer longtemps, la pensée qu'ils vont avoir pour nous, quoi. Donc là, c'est vraiment rester dans le top of mind, comme on dit, on reste dans l'esprit pour que dès qu'on va vendre, là c'est parti, ils pensent à nous directement. Il y a une personne qui pose une question dans le chat, c'est ultra intéressant. Pouvez-vous donner des indications, conseils pour une entreprise qui vend des services plutôt que des produits matériels? Ouais, carrément. Alors service, pareil, on recommande aussi cette construction entre guillemets d'entonnoir parce que ça permet d'aller nourrir un peu cette relation prospect commercial, potentiellement client. Et deux, ça va vous donner le temps de convaincre entre guillemets cette personne. En notoriété, parlez de de pourquoi vous faites ce que vous faites, qui vous êtes, quels sont ce que vous faites. Grosso modo, c'est qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Ensuite, en considération, comment vous le faites mieux que les autres, c'est quoi votre valeur ajoutée. Est-ce que vous saviez qu'en plus, on est Made in France. Est-ce que vous saviez qu'en plus, je sais pas, vous êtes, admettons, un organisme de formation, vous êtes OPCO ou Datadoc, Calliope, pardon. Est-ce que vous avez des services supplémentaires? Est-ce que si vous êtes vraiment dans le B2B, c'est quoi votre valeur ajoutée? C'est quoi vos témoignages clients? C'est quoi vos success stories? Donc des belles histoires. Avez-vous des ambassadeurs? Et une fois qu'on a un peu tout ça, vient le moment de la conversion. Avant le moment de la conversion, ce que moi je recommanderais, c'est donner, par exemple, un livre blanc, donner une méthodologie que vous appliquez, qui fait en sorte que vous êtes un peu différent des autres, inciter les gens à télécharger quelque chose, peut-être une brochure, à laisser un email, on les recontacte, etc. Et à ce moment-là, au moment où vous êtes prêt et que vous avez eu pas mal d'informations par rapport à vos prospects, là on balance, on va recibler toutes les personnes. Il n'y a pas que de la pub, d'ailleurs. Ça peut être de l'emailing, ça peut être des SMS, ça peut être des appels. Et si on parle de pub, du coup, on va s'adresser. Tiens, t'avais téléchargé on va dire ce livre blanc, ce guide. Réserve un appel tout de suite pour en parler un petit peu plus. Avez-vous mûri votre projet? Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire de la génération de leads pour pouvoir en plus vous servir. Donc génération de leads, c'est vraiment récupérer. Souvent, c'est sur Facebook par exemple et sur Google, on remplit un formulaire. Comme ça, vous récupérez tout ce qui va être le mail, le nom, prénom, mail, entreprise si vous faites du B2B, mais voilà. Et comme ça, après, vous pouvez les recibler avec de l'emailing. Et en fait, il faut vraiment que ce soit une synergie entre les canaux. On a parlé de push, donc du coup, on va parler un petit peu de pull. Donc, pour rappel, pull, c'est j'ai une intention d'achat et je vais acheter par exemple une voiture et je m'attends à trouver des annonces
ou du contenu qui soit pertinent par rapport à ma recherche initiale. Quelque chose qu'on voit trop peu souvent, c'est les fonctionnalités utilisées à disposition. Donc si on prend l'exemple d'une plateforme qui est très forte en pool, donc ce sera Google Ads, donc la publicité sur le moteur de recherche Google, et vous savez, vous avez des annonces, 4 annonces en haut, 3 en bas par exemple. Et au niveau des annonces, déjà la première chose à savoir, c'est que vous ne payez pas lorsque vous apparaissez en haut de page, vous ne payez que ce qu'on appelle au CPC, au coût par clic. Lorsque quelqu'un a cliqué sur l'annonce et qu'il est arrivé sur votre page, c'est là que vous allez payer. Donc la réelle question, c'est combien suis-je prêt à mettre pour que quelqu'un vienne sur mon site internet lorsqu'il recherche tel ou tel produit ou service. Et donc du coup, au niveau des fonctionnalités qui sont un petit peu délaissées ou sous-utilisées parfois, c'est notamment des extensions d'annonces, des extensions de formulaires, d'annonces qui se manifestent de la façon suivante. Je ne sais pas si on va pouvoir taper par exemple t-shirt personnalisé. Donc comme on disait, 4 annonces. On voit ici là ces petits liens, ce sont des extensions, pareil, les extensions d'avis, les petites notes associées. Ici une petite extension d'image qui fait en sorte que l'annonce globalement est plus quali, elle prend un peu plus de place, elle attire plus l'œil du consommateur potentiel. Et ça c'est quand même ultra important pour, on va dire, convaincre la personne à cliquer dessus et aller sur le site internet. Pareil, vous avez des formulaires aujourd'hui que les gens peuvent remplir. Demande de devis si vous êtes dans le bâtiment, dans le service, dans l'immobilier, etc. Pareil, vous faites compléter aux personnes un formulaire de contact et ils se font rappeler par la suite. Et ça vous enrichit votre base de données. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'on va appeler le RLSA, Remarketing List Search Ads. Donc en fait, on va s'adresser à des personnes de notre liste de remarketing. La liste de remarketing, c'est typiquement des gens qui sont venus sur notre site internet et qui ont navigué un petit peu dessus. Donc si moi je vends des maillots de bain, par exemple, pour rester un petit peu dans le thème de tout à l'heure, je vais pas juste me positionner sur le mot maillot de bain. Il y a trop de monde qui cherche ça, on va pas pouvoir se battre contre tout le monde. Par contre, je veux bien apparaître devant toutes les personnes qui sont venues déjà et qui me connaissent déjà, qui sont déjà peut-être venues sur mon site internet, qui elles cherchent et tapent le mot maillot de bain. Parce que ça réduit. Donc au lieu de me battre contre tous mes concurrents et sur toute la France, je me bats que peut-être sur 2000, 3000, 5000 personnes. Et donc du coup, vous avez plus de chances de ressortir. Et la nouveauté, le RDSA, extrêmement intéressant quand il est couplé un petit peu au RLSA. Donc c'est Remarketing Dynamic Search Ads. Donc en fait, là c'est un petit peu le truc encore sous-côté, c'est des annonces dynamiques qui vont aller qui vont scanner un peu vos fiches produits sur votre site internet et faire en sorte que l'annonce soit quasiment automatiquement complétée en fonction de ce que l'utilisateur a tapé. Par exemple, si vous avez une marque de service ou de maillot de bain, la probabilité que je tape le nom du maillot de bain de manière exacte est plutôt faible. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que Google va prendre votre fiche produit et en fonction des informations qu'il va comprendre dessus, il va rédiger une annonce pour vous lorsque quelqu'un aura, comme Victor, comme moi, aura tapé un mot dans Google et pour faire en sorte que ça matche au plus proche possible. On en reparlera un petit peu, c'est un peu compliqué, peut-être qu'on fera sûrement une vidéo un peu plus complète dessus. Et notamment, pensez un peu au référencement naturel puisque justement sur vos fiches produits, c'est ce qui va alimenter ces annonces dynamiques. De quelle manière, à quel point est-ce que Google va comprendre votre fiche produit pour vous faire ressortir, notamment dans les annonces, pour vous faire ressortir un petit peu dans le référencement naturel ou payant. Ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, le cookie de consentement RGPD. D'ailleurs, nota bene, on a vu ensemble, Chloé, que là, depuis une récente annonce de Google, les sites qui ne mettent pas en place cette balise de consentement des cookies et qui souhaitent faire du ads, donc de la publicité sur Google, ne pourront pas faire de publicité. Donc il faut absolument que vous mettiez en place cette fonctionnalité, donc de ne pas récolter des cookies avant qu'il y ait eu consentement utilisateur si vous souhaitez faire de la publicité. Pareil, si vous avez des questions, on en parle un petit peu à tête reposée un peu plus tard. Et aussi, juste petit aparté, s'il y en a qui travaillent dans des associations ou qui connaissent des associations qui aimeraient être mieux référencés le temps que leur référencement payant naturel soit ok. Il existe Google Ads Grant qui est exprès qui a été fait par Google. Donc c'est comme Google Ads, mais c'est exprès pour les associations. Et en fait, Google vous donne un budget pub mensuel et vous aide les associations du coup qui n'ont pas forcément les moyens de faire de la publicité, à faire de la publicité, à être beaucoup plus connus. Grande question qu'on a très souvent, c'est quel budget investir. Écoutez, on va vous proposer deux choses. Comment anticiper le budget à investir d'un côté et comment calculer ce qu'on va appeler le break-even ROAS. Donc juste pour le break-even, c'est le moment où on est
à zéro, c'est l'équilibre en business. Et le ROS, par rapport au break-even ROS, c'est Return on Ad Spent. C'est les dépenses publicitaires. Donc on parle pas de ROI au global, hein, on parle juste des dépenses publicitaires. Donc en vrai, la question c'est à quel moment, lorsque je fais de la publicité, je suis rentable à l'équilibre zéro en prenant en compte ce que j'ai dépensé sur la pub et le chiffre d'affaires avec la marge, etc. Donc là, on va vous faire un petit calcul savant sans être vraiment savant, hein, c'est de la logique, hein, tout simplement. Donc en général, pour aller calculer entre guillemets le budget à investir sur la publicité, prenons par exemple sur Google ou même sur Facebook, hein, on va regarder quel est l'objectif de vente que vous souhaitez via la publicité. Admettons, vous souhaitez 15 ventes supplémentaires. Quel est votre taux de conversion actuel sur le site? On va dire que c'est 1,5%. Si vous êtes en e-commerce, si on va dire, c'est dépendamment du secteur, c'est plus ou moins la moyenne. Ouais. Et la troisième question, c'est combien faut-il de trafic sur le site pour obtenir le nombre de ventes souhaitées? Et ça, en fait, on repart, ce qu'on appelait le reverse engineering, on part de la fin. Donc, si vous souhaitez 15 ventes, sachant que votre taux de conversion du site internet est de 1,5%, il vous faut 1000 personnes sur le site internet. 1000 personnes, 1,5% de taux de conversion, ça génère 15 ventes. Donc, dans ce sens-là, c'est assez logique. Et ensuite, quel est le coût par clic? Combien ça coûte d'avoir quelqu'un qui clique et qui arrive sur le site, justement? Par exemple, c'est 20 centimes, c'est pareil, hein, ça dépendra de votre secteur d'activité. Et donc, 20 centimes fois 1000 personnes pour potentiellement générer 15 ventes, ça vous coûte 200 €. Voilà, en gros, comment est-ce qu'on peut arbitrer un petit peu ce budget-là. Pareil, là, on a un Google Sheet, si vous voulez, qu'on pourra vous envoyer pour ceux qui le souhaitent, pour calculer un petit peu tout ça et pour un petit peu jouer avec. Et puis l'autre chose, c'est pour aller calculer entre guillemets ce break-even ROS. Donc on va aller prendre votre marge brute si vous êtes en notamment produit, et on va prendre, donc admettons vous avez fait 60% de marge, hein, donc 30% de frais. Combien est-ce que vous avez d'investissement publicitaire ou honoraire? Prenons juste la pub par exemple, c'est 1000 € par mois. Votre break-even ROS doit être de 1,7. Ça veut dire que votre retour sur investissement pub doit être de 1,7. Et donc du coup, on calcule combien il vous faudrait de revenus avec publicitaire, avec en mettant 1000 € et avec votre marge pour être rentable, c'est 1600 € à peu près. Donc ça vous donne à peu près c'est un ordre de grandeur. Pareil, hein, vous pouvez en fonction du volume de conversion que vous voulez, si vous en voulez 15, voilà, ce sera ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quel est le coût par achat maximum qu'on est prêt à dépenser pour obtenir ces 15 conversions. Donc c'est-à-dire que je suis prêt à dépenser pour chaque achat jusqu'à 66 et quelques euros. 66, 67 €. Donc ça veut dire que si mon achat me coûte, ma publicité me fait une vente à 50 €, je suis extrêmement rentable. Enfin, je suis plutôt rentable. Et si par contre ça me coûte plutôt 70 € pour faire une vente, là du coup vous êtes un peu en dessous de votre seuil de rentabilité. Voilà, là-dessus, je vais pas m'étendre dessus. On fera sûrement une autre vidéo à ce sujet. Tout à fait. Ce qui est important aussi, c'est de regarder votre panier moyen. Oui, très juste. Si votre coût par achat, admettons votre panier moyen est de 50, que votre coût par achat est de 90, ça veut dire qu'il faut travailler dessus. Il est beaucoup trop élevé pour le panier moyen et ça veut dire que du coup, effectivement, là, vous êtes plus en perte qu'en bénéfice. On sert pas mal du panier moyen, notamment quand on n'a pas forcément commencé à avoir beaucoup de revenus, faire beaucoup de publicité, notamment pour se donner un premier ordre d'idée et puis pour surtout évaluer la progression et pas forcément en absolu. Allez, on continue sur la stratégie de ciblage. Tu veux parler un petit peu d'audience peut-être, Chloé? Alors du coup, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait du funnel de conversion, là on a parlé de répondre aux besoins clients, c'est faut choisir son audience. Et l'audience, bien entendu, se fait aussi en fonction de votre objectif, de votre cible, de votre persona. Mais du coup, là, on va juste vous montrer quelques audiences qu'on peut avoir, qui peuvent être intéressantes de faire pour débuter sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google Ads. À savoir que pour certaines audiences, on en parlera peut-être... Non, je pense que c'est intéressant d'en parler maintenant, c'est que le tracking est ultra important. Notamment par exemple sur Facebook, visiteurs site web, add to cart, donc ceux qui ont ajouté au panier, ceux qui ont initié le paiement. Ça, si le pixel Facebook n'est pas installé correctement avec la création des événements,
vous ne pourrez pas cibler ces personnes-là sur Facebook Ads. Et c'est là où au début on disait le tracking très important, et c'est très important pour ça parce que ça va vous permettre de récolter des datas, de recibler des personnes qui viennent sur votre site web et d'analyser, comme on dit tout à l'heure, les performances de vos campagnes. Donc ça c'est des visiteurs site web, add to cart, paiement initié, ça permet d'avoir vraiment, comme on disait tout à l'heure, on suit le funnel de conversion typologie, ils ont leur pixel Facebook, ils savent quand est-ce qu'on a initié le paiement, AirUp, ils nous envoient, et comme ça, ils nous envoient une pub pareil pour AirUp, finalisez votre achat. On a aussi, on peut importer sa base de données. Si vous travaillez avec Mailchimp, vous pouvez connecter Mailchimp à votre Facebook Ads. Vous allez directement dans les audiences, dans la création d'audience, et vous pouvez connecter votre Mailchimp. Comme ça, vous reciblez aussi les personnes qui sont connectées, dans votre CRM, ou alors qui ont accepté d'être dans votre newsletter, dans votre audience de newsletter. Ça c'est bien ça d'ailleurs, je trouve Chloé de préciser que Mailchimp est intégré quasiment nativement dans Facebook Ads, ouais. Ce que les autres ne font pas forcément. Mais pour les autres, si vous êtes sur Sendinblue, Mailjet, etc. Ou Sarbacane, vous avez la possibilité évidemment d'exporter votre CRM et donc du coup de le réimporter dans Facebook selon le format souhaité par Facebook. Mais en tout cas, pour ceux qui hésitent à se décider, peut-être que c'est effectivement plus simple sur Mailchimp. À noter que Mailchimp est exclusivement en anglais, mais on peut traduire quand même les pages. C'est un petit peu moins intuitif que d'autres plateformes, que Sendinblue par exemple, mais au moins vous gagnez ce côté un peu plus natif quand on fait de la pub sur Facebook. Tout à fait. Donc du coup après il y a les audiences similaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément les audiences similaires, c'est vous avez votre audience chaude et on va cibler des personnes qui ressemblent déjà à votre audience chaude, celle qui va sur votre site web qui interagit avec vos réseaux sociaux. Donc ça c'est les audiences similaires. On peut cibler par centre d'intérêt. Ce qui est intéressant c'est la géolocalisation, que ce soit pour Google, Facebook, LinkedIn et d'autres plateformes. La géolocalisation c'est cool. Par exemple vous êtes un restaurant et vous souhaitez amener du monde dans votre restaurant, là, vous pouvez dire, je cible 2 km autour de mon restaurant et toutes les personnes qui sont à 2 km, quand elles sont prêtes, vous leur lancez une pub. Ça va être intéressant de faire ça à midi, par exemple, si les gens sont autour de votre restaurant et qui cherchent où manger, là, vous leur lancez une pub et comme ça, vous rentrez en tête et ils peuvent potentiellement venir manger chez vous. Donc, de même pour Google Ads, il y a des audiences qui sont assez similaires. Vous pouvez aussi faire du retargeting, comme on dit sur Google Ads. Donc, ça, c'est recibler des gens qui font partie de notre audience. De l'audience similaire aussi. Il y a les audiences in-market, ce qui est intéressant avec Google. C'est in-market, c'est des gens qui ont des intentions d'achat. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste des centres d'intérêt, c'est encore plus fort. C'est, je sais pas, je suis un hôtel, je veux cibler des personnes qui ont l'intention de venir sur Paris, donc qui ont fait des recherches d'hôtels, des recherches de lieux à visiter. Donc c'est vraiment c'est beaucoup plus chaud que seulement du centre d'intérêt. Ouais. Et on se base notamment par rapport à leurs requêtes sur Google, requêtes sur YouTube, etc. Tout à fait. Donc typologie par exemple, on reste sur cet exemple-là. Si j'ai été voir la vidéo d'une youtubeuse qui présente et qui fait un crash test comme elles disent des produits typologie va le savoir et pouvoir me recibler avec une pub sur Google Ads, que ce soit en display, sur YouTube. Et pour LinkedIn, c'est intéressant pour faire du B2B, du recrutement aussi, ça peut être intéressant si vous voulez faire de la pub pour du recrutement ou du service, comme on disait tout à l'heure, en fonction, ça c'est les principales audiences, la formation, aussi l'expérience professionnelle, le centre d'intérêt et les données démographiques et le type d'entreprise. Pareil, encore une fois, ce qu'on fera, c'est évidemment tout ce qu'on peut recibler, on recible sur son site internet, depuis son site internet, les réseaux sociaux. On va importer les bases de données, la newsletter, le CRM, etc. Et on va faire des audiences similaires. Donc ces trois plateformes regroupent toujours ces audiences similaires. Et ensuite là, simplement sur Google et LinkedIn, on vous a donner un petit peu plus de choses qu'on puisse cibler, c'est leur spécificité, on va dire, par plateforme. Il y avait une question de Léonore qui demandait est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour identifier un budget média en phase de notoriété. Moi, je dirais simplement que la notoriété, il faut se baser aussi sur des KPI un peu différents. Donc, ça tombe bien, on en parle juste après. Mais avant ça, pour te donner une idée, un ordre d'idée, c'est quel est ton objectif? Est-ce que notoriété, c'est juste le nombre de gens qui ont vu ta publicité? Est-ce que c'est, par exemple, en nombre d'impressions? Est-ce que c'est c'est le reach, donc le nombre de personnes qui ont été touchées? Ou est-ce que tu vas aller un petit peu plus loin et tu estimes que la notoriété, c'est des gens qui viennent sur ton site, par exemple?
Et auquel cas, bon bah là, tu vas regarder le trafic sur ton site et le calcul est à peu près similaire à celui-ci. Donc quel est le CPC? Donc sans forcément d'objectif de vente, là directement, c'est combien faut-il de trafic sur son site pour estimer que en moyenne les gens ils regardent 2-3 pages, etc. C'est quoi combien ça te coûte à la fois sur Google ou également sur Facebook, Insta ou autre, hein, combien ça te coûte d'avoir par exemple X personnes qui viennent sur ton site. Pour moi le calcul est à peu près similaire. Et pour moi aussi, après c'est mon avis, c'est que plus on demande un engagement important aux prospects, bah forcément ça va nous coûter un peu plus cher. Quand on demande de la conversion, ça va coûter plus cher que seulement de l'impression, par exemple. Parce que ça demande à Facebook beaucoup plus d'investissement au niveau de l'algorithme et du robot pour pouvoir atteindre cet objectif. Ce que je ferais aussi en termes de notoriété, c'est peut-être pousser un peu de vidéo. Et ensuite, en fonction de la vidéo qu'on a poussée, on peut recibler les gens qui ont vu par exemple 25%, 50, 75 ou 90% de la vidéo. Avec un autre format, ça peut être les gens, c'est un peu la stratégie Asphalt, hein, finalement. Asphalt, ils mettent des vidéos très très longues. Donc du coup, ils peuvent savoir que quelqu'un qui est resté au bout des, par exemple, 4 minutes de vidéo ou 2 minutes 50, c'est quand même très long. Et on va lui pousser, on va s'adresser à lui d'une manière différente. On va leur demander de remplir un formulaire, de compléter quelque chose. Versus, ou à contrario, quelqu'un qui n'a regardé peut-être que 10 ou 15 secondes, ou en tout cas moins de 25% du contenu, on va lui mettre peut-être du display. Donc display, ce sont les publicités, on va dire sur les côtés ou en bannière sur les sites partenaires de Google, etc. On peut mettre de la publicité en story, enfin voilà, pour essayer de recapter leur attention et faire au moins en sorte que en termes d'impression, on soit vu plusieurs fois par ces utilisateurs. Au moins en marketing, on disait c'est entre 4 et 7 fois pour obtenir de la rétention mémorielle. Donc entre 4 et 7 fois, c'est bien. Donc mettre des carousels, des images, des vidéos, des gifs, etc. Donc moi je ferais plutôt ça en termes de notoriété. Et en termes de KPI, on va en parler juste après du coup. Mais avant, on va parler simplement des autres plateformes publicitaires. TikTok, gros vecteur de croissance et de notoriété là pour le coup, effectivement, en termes de vues, pas trop conversion finalement, pas trop conversion, mais en termes de vues, de tout ça, c'est pas mal. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que des 18, 25 ou des moins de 20 ans dessus. Il y a beaucoup d'autres personnes. Ça représente 30 à 40% de gens seulement, cette audience, mais il y a de plus en plus de marques, d'entreprises, d'entrepreneurs qui vont dessus. Donc gros vecteur de croissance. LinkedIn est un petit peu plus cher en termes de publicité. Pour vous donner un ordre d'idée, Chloé, tout à l'heure tu parlais de formulaire de génération de prospects. Donc c'est des gens qui par exemple vont cliquer sur ta pub et du coup ils vont remplir leurs informations pour recevoir par exemple un livre blanc ou quoi que ce soit, un échantillon. Ça en moyenne sur les dernières campagnes qu'on gérait pour des clients, on avoisinait les 11 à 15 centimes le lead. Donc quelqu'un qui rentre ses informations. Sur LinkedIn, on est plutôt aux alentours de 7,50 € à 12, voire un peu plus 12-13 € le lead. Donc c'est quand même extrêmement cher. Et après, c'est un peu plus compliqué aussi. On est dans du B2B, voilà. C'est beaucoup plus impliquant. Là, on parle d'entreprise à entreprise, donc. Ouais. Et puis même, enfin, c'est le ciblage qui fait que, vu qu'on peut aller chercher des gens qui ont un poste, un intitulé de poste, une expérience, qui ont fait partie d'une école, d'un groupe extrêmement précis. Pinterest, pas mal Pinterest. Alors pareil, pas des résultats incroyables, notamment. Donc déjà, il faut qu'on soit dans un secteur qui soit la déco. Ouais, par exemple déco, restauration, qui soit un peu Pinterest friendly, j'ai envie de dire. À noter que 70% des utilisateurs sur Pinterest sont des utilisatrices. Donc si votre cible y est dessus, donc allez-y, testez et puis faut voir si ça fonctionne bien. L'alimentation, la food, ça fonctionne pas mal. Le homemade. Ouais, homemade carrément. Snapchat, Twitter, pareil, hein, c'est dans le sens où c'est pas trop orienté sur la conversion, c'est intéressant en termes de notoriété, considération, c'est intéressant si on a du budget à dépenser sur ces plateformes-là, c'est bien de tester, mais ne pas trop s'attendre à des énormes retours au début. On a un client pour qui ça fonctionne pas mal, pourtant c'est du B2B, hein, donc comme quoi tout peut arriver, mais c'est parce qu'ils ont une vraie DA, une vraie patte dessus. Et Bing également, qui est ultra sous-estimé, je trouve. Parce que c'est une plateforme qui fait pas trop de bruit, ça reste Microsoft, mais ce qui est pas mal, c'est quand vous avez déjà du Google Ads, vous allez pouvoir simplement implémenter Google Ads vers Bing. En fait, vous faites le transfert, vous reprenez exactement les mêmes campagnes et au moins vous coupez pas de potentiel vente.
Et pourquoi c'est sous-côté Bing, je trouve. Tu sais que des fois, quand on regarde dans Analytics, il y a souvent très peu de trafic sur Bing, mais derrière, il y a c'est limite le canal qui a le plus de conversion au ratio par rapport au trafic. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on se dit waouh, en fait, il y a peut-être 30 personnes qui sont venues, ça représente 1% du trafic, mais ça génère peut-être je sais pas 2% des ventes ou 3% quoi. Donc c'est assez intéressant quand même. Allez, on finit vite si tu veux avec les KPI. Yes. Du coup, au niveau des KPI, souvent il y a des clients qui savent pas trop regarder. Parce qu'il y a des datas de partout et on sait pas trop regarder, et surtout parfois on a tendance aussi à se concentrer sur le ROAS, donc Return on Ad Spend, et donc retour sur investissement publicitaire, et le nombre de ventes et de conversions. Mais les KPI, il faut bien se dire qu'au niveau d'analyse quanti, bien entendu, faut regarder en fonction de vos objectifs. On va pas regarder les mêmes KPI pour la noto que pour du trafic, que pour de l'acquisition. Et aussi, il faut regarder on va pas avoir la même chose sur les différentes plateformes. Si on regarde directement sur les régies publicitaires, on va avoir des différents types de KPI, donc sur Facebook et Google. Là, par exemple, pour la notoriété, on va regarder le coût par interaction. Est-ce que j'ai payé cher mon like sur mon boost de pub, par exemple? Est-ce que j'ai eu une très grande portée parce que objectif de Doto, donc objectif forcément d'avoir une grande portée, qu'on soit beaucoup vu. CPM, d'ailleurs, on a fait une petite faute, on a mis CMP, mais c'est CPM, où en fait c'est pour le display. Donc c'est combien m'a coûté mon coût pour ça m'a coûté combien pour 1000 impressions de ma pub display. Aussi les termes de recherche, qu'est-ce qui a été tapé pour qu'on arrive sur mon annonce et donc ma pub. Pour le trafic, ça va être le nombre de clics, est-ce que beaucoup vont cliquer, mais aussi surtout est-ce que beaucoup de personnes ont vu ma page de destination, parce que des fois on va avoir un énorme taux de déperdition entre le nombre de personnes qui a cliqué et le nombre de personnes qui est arrivé sur le site, ce qui peut arriver notamment parce que c'est trop lent surtout, et combien ça m'a coûté que ces personnes voient juste mon site. Et le coût par acquisition, pour acquisition qui peut être ajout au panier, achat, paiement initié, tout dépend de votre objectif. Souvent, si par exemple on met achat et qu'on voit que ça fonctionne pas, on essaye de faire une étape -1, donc on met ajout au panier pour que ce soit plus facile pour Facebook. Parce que souvent c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'événements enregistrés par le Pixel. Ça on en refera quelque chose précisément, un webinaire exprès pour ce sujet. Et le nombre de conversions, bien entendu. Et après, on va aller voir sur Google Analytics pour quel est l'impact de ces pubs et de ces campagnes de pubs sur mon site web. Donc, mon nombre de nouveaux utilisateurs, est-ce que j'ai réussi à ramener beaucoup de monde? Est-ce qu'ils sont restés longtemps? Au niveau de l'acquisition, quel est le panier moyen? Est-ce qu'il est plus important que pour de l'organique? Est-ce que j'ai eu beaucoup de paniers abandonnés? Est-ce que si j'ai eu des paniers abandonnés, je les relance avec un mail? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément ScratchX, c'est pas mis en place, et les paniers abandonnés, mine de rien, on voit que ça peut rapporter énormément si on les relance. Le comportement d'achat, combien de temps ils ont mis avant d'acheter, ça permet de voir un peu comment on va faire pour les réactiver si on voit que c'est très long, le revenu par produit, etc. C'est intéressant à chaque fois d'aller bien challenger ce que les KPI de la plateforme nous donnent d'un côté, mais d'aller regarder également nous dans le back-office ou dans Google Analytics concrètement post-clic, post-action, qu'est-ce que ces utilisateurs, ces audiences ont fait. Et si on revient simplement sur ce que tu disais par rapport au ciblage en acquisition pour l'achat, effectivement, lorsque on a eu le cas d'un client, on avait un objectif de vendre à atteindre et qu'on n'a pas du tout atteint, mais vraiment de par fois 20 quoi, 20 fois en dessous de l'objectif. Par contre, on s'est rendu compte qu'on atteignait tous les objectifs, on était au-dessus des objectifs si tous les paniers ajoutés se transformer en achat. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est on allait regarder concrètement qu'est-ce qui buguait au niveau des paniers. Est-ce que la livraison gratuite est mentionnée, ou à partir d'un certain montant en tout cas. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un paiement 3 fois? Est-ce qu'il y a possibilité de faire des relances paniers abandonnés? Ça, très très important. Là, on a mis en place récemment pour 2, 3, 4 clients. Ça cartonne, les relances de paniers abandonnés. Il faut vraiment le faire. Donc pareil, si vous avez besoin de précision, on peut vous envoyer un petit peu de documentation dessus. Et puis enfin, comment est-ce qu'on vérifie, on valide que les audiences qu'on a ciblées en fonction des objectifs, ici la notoriété, trafic, acquisition, sont pertinents? Et ben on va regarder, est-ce que le nombre d'utilisateurs a augmenté depuis qu'on a lancé des publicités à vocation de trafic sur notre site internet? Est-ce que il y a beaucoup plus d'ajouts au panier? Est-ce que l'audience qu'on a ciblée, peu importe l'objectif, reste longtemps ou pas?
Si elle reste moins de 5 secondes, c'est que c'est pas du tout quali. S'il y a des pages sur lesquelles qu'elle consulte et juste après on se rend compte que c'est un vecteur de sortie, des pages avec un fort taux de sortie, ça c'est pas bon non plus. Il faut regarder un petit peu pourquoi. Est-ce que peut-être il y a un bug, peut-être qu'il y a un formulaire qui remonte pas, etc. Donc toujours bien analyser un petit peu ces éléments-là en dehors de juste des plateformes d'analyse Google, Facebook. Oui, donc Google Analytics, on recommande quand même pas mal. Et aussi quelque chose qui est intéressant, c'est on a l'analyse quanti, mais il faut l'analyse quali. Comment l'utilisateur se comporte sur votre site, ce qui peut expliquer que parfois vous ayez des ajouts au panier, mais pas de conversion. C'est d'utiliser des outils tels que Hotjar ou Microsoft Clarity. C'est la même chose quasiment, c'est juste que c'est pas les mêmes entreprises, qui vous permet en fait de faire des enregistrements écran de certains clients c'est choisi au hasard. Et ça permet que quand vous allez sur Hotjar ou Microsoft Clarity, vous voyez le comportement d'un client en direct. On voit vraiment la souris qui bouge, où est-ce qu'il clique, combien de temps il scrolle sur votre page. Et du coup, vous voyez ça en direct et vous voyez aussi les zones chaudes ou froides directement en fait sur votre site. Et ça permet de voir est-ce que votre bouton de call to action il est au bon endroit. Est-ce que votre panier il est bien visible. Est-ce que pour vous créer un compte c'est bien visible. Et du coup d'adapter et d'optimiser votre site parce que la pub c'est pas magique. Là, si votre site web, comme on disait au départ, il n'est pas optimisé, vous aurez beau faire des bonnes pubs super créa et tout, les gens arrivent. Si votre site donne pas envie et qu'il n'est pas accessible à l'utilisateur, vous ferez pas de conversion. Peut-être une dernière chose avant qu'on se quitte, si jamais, je m'adresse plutôt à toutes les personnes qui regarderont ça en replay. Je pense qu'on mettra le petit replay ou un condensé. Si c'est sur YouTube, on vous met un petit lien en description si vous voulez télécharger. Je crois que l'équipe a pas mal bossé sur un livre blanc sur les 10 bonnes pratiques, notamment e-commerce, sur son site à mettre en place. On met à dispo, pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit. Donc vous irez dessus. Et si vous voulez plus de tips, merci Mathilde de le remettre dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. On va essayer de tenter de tenir sur un rythme d'un webinaire par mois. Si c'est pas un webinaire, donc c'est vraiment des audits en live pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas à vous manifester un petit peu. Suivez-nous sur le réseau pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Et sinon, voilà, merci beaucoup. Merci Chloé. Merci à toi. Et puis à bientôt, bonne app. Et puis allez, belle fin de semaine et on se quitte pour le mois prochain. Allez, ciao. Ciao.